Chapitre 9. Attention, chien méchant. Bobby ne possède pas de laisse. On a beau chercher dans ses différents coins de vie, on ne voit rien. Cela ne m'étonne finalement pas. Son maître le promenait toujours en liberté. C'est vrai qu'il n'avait aucune crainte à avoir, car Bobby ne quittait jamais ses pieds, sauf dans le champ où il allait courir un peu, comme les autres. Pas de risque que Bobby traverse soudainement la rue, même s'il y a une belle petite chienne de l'autre côté. Il est vieux et raisonnable. J'ignore son âge, car le B de son nom n'est pas une indication. Bobby n'étant pas un chien de race, n'étant pas inscrit au LOF, livre des origines français réservé à l'inscription des chiens à pédigré, son maître était tout à fait libre de lui donner n'importe quel nom. Donc, pas de laisse. Ça ne m'arrange pas. Parce que moi, Bobby ne me suivra peut-être pas les yeux fermés. Déjà, on a eu du mal à l'installer chez Madame Leroyer. Je ne sais pas s'il comprend que son maître est mort. J'espère qu'il ne croit pas qu'il l'a abandonné. Ce serait terrible pour lui. Viens, Bobby. Le chien regarde la maison d'un air malheureux, puis il me regarde. Les chiens ne savent rien dissimuler. On voit sur leur figure tout ce qu'ils pensent. Je tape un peu sur ma cuisse. Deux petits claquements. Viens avec moi, Bobby. Ton maître n'est pas là. Encore un regard vers la maison, puis Bobby s'avance vers moi. J'ouvre la barrière du jardin. Il me suit. Tout va bien. Je garde la main sur sa tête, pour ne pas avoir l'air de le contraindre, et pour pouvoir réagir tout de suite s'il voulait s'échapper. Mais il ne veut pas s'échapper. Nous sortons ensemble dans la rue. Il ne se retourne pas. Nous longeons les maisons du boulevard, puis nous tournons à l'angle de ma rue. Bobby connaît le chemin. C'est celui qui mène au champ. Il s'arrête soudain et grogne un peu. Je lève la tête. À l'entrée du terrain de tennis, qui jouxte ma maison, il y a un chien, le berger allemand, celui que j'ai vu par la fenêtre. Le berger se dresse sur ses pattes, comme s'il allait se jeter sur Bobby. Bobby se hérisse, montre les dents. Mon cœur s'arrête. Pourvu que les deux chiens n'aillent pas se battre. Je saisis Bobby par le collier pour le retenir. Heureusement, le maître de l'autre est là. Il dit un mot à son chien sans faire un geste. Le maître ne m'inspire aucune confiance, mais j'espère qu'il ne va pas laisser son chien sauter sur Bobby. Les mâles, c'est terrible, surtout deux mâles de même taille. On dirait qu'ils sont toujours en compétition et qu'ils veulent tout le temps prouver qu'ils sont les plus forts. J'ai peur que chez les hommes, ce ne soit un peu pareil. C'est bien rare que les filles se battent, mais les garçons, sauf moi, je ne me suis jamais battue avec personne. Enfin, juste un coup de poing à ce crétin de Fabrice. Ma mère dit que si les chefs d'État étaient des femmes, il y aurait certainement beaucoup moins de guerres. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, pour les chiens, c'est vrai. On dirait qu'un mâle a franchement des difficultés à admettre la présence d'autres mâles. Je sais qu'un gentil chien comme Bobby n'agressera pas, mais s'il se fait attaquer, il ne se laissera pas faire. Ça m'inquiète. Les deux chiens se fixent, babine retroussée. C'est terrible. C'est terrible de voir les crocs d'un chien aussi inoffensif que Bobby. Il attend sur la défensive. Il espère que la vue de ses crocs dissuadera l'autre. Quelques secondes passent, d'une tension intolérable. Puis le gars au crâne rasé lâche. Dégage avec ton chien, sinon on n'en fait qu'une bouchée. Sidérant. Quel pauvre type. Le monde est à lui, les autres n'ont qu'à se planquer. Tenant toujours Bobby par le collier, je passe, le cœur battant, le plus loin possible des deux fauves, maître et chien. Le crâne rasé dit entre ses dents. Pas bouger. On sent que le berger fait des efforts pour se contrôler. C'est là que je me surprends à espérer que le chien obéisse aveuglément. Je suis passé. Je rentre dans la maison, tenant toujours Bobby d'une main et le sac contenant ses affaires de l'autre. Je referme la porte avec un soupir de soulagement. Jessica n'en croit pas ses yeux. Elle bondit vers Bobby. Mais Bobby reste curieusement assis près de moi, la tête un peu penchée. Il veut dire qu'il n'a pas envie de jouer. Il avance quand même un peu la tête vers la chienne et lui frotte le côté du museau. Jessie s'aplatit sur ses pattes avant, le derrière en l'air, et elle agite gaiement la queue. Ça veut dire « Tu viens jouer ?» Bobby détourne légèrement la tête, tout en gardant les yeux sur elle, ce qui signifie « Non, s'il te plaît, je n'ai pas le cœur à ça. » Jessie se relève, un peu dépitée. « Viens, insiste-t-elle, en se plaçant à côté de lui, épaule contre épaule. Bobby se lève lentement et il l'accompagne. Je leur ouvre la porte qui donne sur le jardin. Ils trottinent ensemble jusqu'à la pelouse. Là, Bobby s'assoit, puis s'allonge lourdement, comme un très vieux chien. Jessie le renifle. Décidément, il n'y a rien à faire pour le dérider. Tant pis. Elle s'allonge en face de lui, en poussant un petit soupir, puis elle pose la tête sur les pattes, bien dans l'axe du corps, comme quand elle surveille tout,
et qu'elle est prête à saisir la moindre occasion de bouger. Mais rien ne se profile. Elle soupire de nouveau, puis pose sa tête en biais. Aucun espoir. Bon, je vais aller chercher le panier de Bobby chez Madame Leroyer, son nid à lui. C'est important de lui garder le plus possible son cadre de vie. J'entr'ouvre la porte d'entrée et je jette un coup d'œil du côté du terrain de tennis. Le berger n'est plus là. J'aime mieux ça. Mais à peine ai-je refermé la porte que j'entends « Attaque !» Un souffle. La main crispée sur la poignée de la porte, je m'immobilise. Un souffle de chien. L'animal est sur moi. Il bondit. J'ouvre la bouche pour crier, mais aucun son ne sort. « Stop !» C'est la voix du maître. Le chien se laisse retomber. Ma main tremble sur la poignée. Je me sens tout malade. J'ai l'impression que je ne peux plus reprendre ma respiration. Le crâne rasé rigole. Il lance sec, au pied, puis assis, puis couché. Le chien obéit avec rigueur. Assis, prépare-toi. Le chien s'arc-boute de nouveau sur ses pattes avant. Il va encore attaquer ce con. Couché. Ouf, c'était juste une démonstration. Pauvre type. Il se sent fort parce qu'il a de l'autorité sur son chien. File, dit le gars, avec un mouvement de tête, pour m'indiquer le large. J'ai envie de lui rentrer dans le lard. Mais j'aurai le dessous, sans compter sa bête fauve. Je m'en vais. Je suis révolté au plus profond de moi-même. Je ne supporte pas l'injustice, celle de la loi du plus fort. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux d'être parti lâchement. J'aurais dû... Quoi faire? Attaquer? À moi tout seul? Deux bêtes sauvages? La fureur me ronge. J'ai envie de casser quelque chose. Pauvre type. Transformer un chien intelligent en chien conditionné. Obtenir de lui qu'il ne réfléchisse plus. Quel bonheur, quel pied. Il y a vraiment de quoi être fier. Un mot court et sec. Assis, couché, debout, rampe, saute. Pauvre type. D'un autre côté, heureusement qu'il obéit aveuglément, le chien. Sinon, ma peau n'aurait pas valu cher. Mais non, c'est idiot ce que je dis. Si le type n'avait pas dressé son chien à l'attaque, il n'aurait pas besoin de l'arrêter. Je pense à Jessie avec une affection redoublée. Elle aussi sait s'asseoir, se coucher, donner la patte, dire merci, la civilité, quoi. On lui a appris, sans gueuler les ordres, sans utiliser forcément toujours les mêmes mots, en faisant des phrases pour enrichir son vocabulaire, pas pour l'adresser. À la maison, on a toujours fait avec les chiens comme avec les enfants. Et qui aurait l'idée d'apprendre à ses enfants à parler en limitant son vocabulaire à assis, couché? Quand je reviens avec le panier de Bobby, la rue est vide. Pas d'ennemis à l'horizon. J'ai l'impression d'être un éclaireur en temps de guerre. Une pensée me travaille. Elle m'est venue pendant que je racontais ma mésaventure à Madame Leroyer. Si ce chien a bien failli m'attaquer, il aurait fort bien pu attaquer quelqu'un d'autre. Le coup de téléphone dont m'a parlé l'inspecteur n'était peut-être pas une blague. La personne s'est seulement trompée de race de chien. Il y a des gens très ignorants en matière de race. Je le découvre chaque jour. Il faut que j'en discute avec l'inspecteur. Allô, oui? Ah, c'est toi, Médéric. Tu as du nouveau? Un berger allemand. Tu fais bien de me le dire. De toute façon, je vais essayer de me renseigner sur ce gars. S'il joue à faire peur, il va avoir affaire à moi, crois-moi. Un chien comme celui-ci peut être considéré comme une arme, et là, il risque d'avoir des ennuis. J'entends la porte qui s'ouvre. Ma mère entre. Les chiens se précipitent tous deux vers elle, mais seule Jessica saute, de manière affectueuse mais très mal élevée. Bobby se frotte gentiment contre ses jambes. Mais oui, dit Monnier. Si j'ai du nouveau, je te le ferai savoir. C'est normal, tu m'as bien aidé depuis le début de cette enquête. Pour l'instant, nous nous intéressons au vieux Tual, nous fouillons un peu dans sa vie. Et puis, il y a cette histoire d'héritage avec sa sœur. Et nous allons aussi regarder un peu dans la vie du neveu. C'est la routine, puisqu'il hérite. Pendant qu'il me parle, ma mère écrit quelque chose sur un papier et me le montre. Je vais faire des courses, j'emmène Jessie. Je cligne des yeux pour dire que c'est enregistré. C'est bien qu'elle emmène Jessica. Ça va faire un peu de calme pour Bobby, qui n'a aucune envie de jouer. Bon sang. Il faut que je rappelle à ma mère de me racheter des cartouches d'encre. Sitôt le téléphone raccroché, je me précipite vers la porte. Trop tard. Je vois la voiture qui s'éloigne et seulement la tête de Jessie, toute fière, assise sur la banquette arrière. La voiture, elle adore. C'est sa résidence secondaire, un poste d'observation génial dans une maison distrayante qui se promène partout. De là, on voit des tas de gens. Des chiens inconnus, des chats étranges qui ne prennent pas la fuite dès qu'ils vous aperçoivent. Elle voulait toujours jouer avec les chats de la rue, mais ces incompréhensibles bestioles filaient avant qu'on ait eu le temps de faire connaissance. Chat, sous l'évier, chez le vieux Tual. Il y avait aussi un paquet de croquettes pour chat. Je demande à Bobby, il y a un chat chez toi? Au mot chat, il dresse les oreilles. Je crois qu'il connaît. Il faudra vérifier. Un chat, c'est souvent dehors.
Ça mène une vie indépendante, mais quand même, il faudrait s'en préoccuper. Et voiture, tu connais? Apparemment non, pas de voiture. Ce serait l'horreur pour Jessie. Une voiture, c'est l'imprévu au quotidien. Par exemple, si on prend cette route-ci, on se retrouve dans un parking de grande surface. Si on prend cette route-là, la meilleure, on va dans la forêt. On peut courir à perdre haleine dans tous les sens. Le rêve. Les parkings, c'est la destination la plus fréquente, hélas. Là, on n'a pas le droit de descendre de la voiture. Même pas la peine de demander. Mais enfin, ce n'est pas inintéressant. On voit des gens qui passent avec des choses plein les caddies, ils mettent tout dans leur coffre et ils repartent. L'autre jour, bon sang, l'autre jour, j'étais restée avec Jessie dans la voiture et j'ai vu le vieux Tual mettre des paquets dans le coffre de Madame Leroyer. Ils se connaissent parfaitement, ils faisaient leurs courses ensemble. Oui, ça ne veut pas dire grand-chose, il est normal de se rendre des services entre voisins. D'ailleurs, Madame Leroyer n'a pas caché qu'elle le connaissait bien. C'est même elle qui a évoqué l'histoire entre Tual et sa sœur. Ça me rappelle que l'inspecteur vient juste de m'en reparler. Il veut vérifier cette histoire d'héritage avec sa sœur. À quoi elle ressemble, cette sœur qui a téléphoné? Si c'est bien vrai qu'elle a téléphoné, qu'est-ce qui le prouve? Et en admettant que ce soit vrai. Son frère et elle étaient fâchés, peut-être fâchés à mort. À mort. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est difficile de tuer par téléphone. À moins qu'en réalité, elle lui ait parlé et qu'elle lui ait annoncé une nouvelle si effrayante qu'il en aurait eu une crise cardiaque. Ou alors, elle a poussé un cri, le cri qui tue. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Et puis, comment la victime se serait-elle retrouvée dans le champ? Il n'empêche, le seul ennemi connu de Tual, c'est bien elle. Il est temps que je fasse un peu de violoncelle, mais le programme d'examen, non, pas aujourd'hui. On va s'offrir une petite pause. Il n'est pas mauvais de laisser mûrir. On se donne les bonnes raisons qu'on peut. Je monte chercher mon instrument. Je vais jouer en bas pour ne pas laisser Bobby tout seul. Bien, je mets mon disque préféré, Archétype. Pas facile d'improviser une deuxième partie de violoncelle, surtout de la rendre avec du sentiment, mais j'adore. Je joue avec les musiciens et j'ai l'impression de faire partie du groupe. Musicien, c'est un métier que j'aimerais faire, mais pas dans un orchestre classique, non. Peut-être jazz ou trad. Je ne sais pas si Bobby apprécie ma façon de jouer. Il me regarde avec un drôle d'air. Et même, il gémit un petit coup. Il n'a aucun goût, ce chien. Je reprends dans les tons plus graves. Ça n'arrange rien. Bobby lève la tête vers le plafond. Et le voilà qui émet une sorte de gémissement sourd et continu, un si bémol bien soutenu. Ma parole, il hurle à la mort. C'est agréable. Je repose mon archet. Non, mais il serait vexant. Évidemment, si son ancien maître n'écoutait que Tino Rossi et la retransmission radio des matchs de rugby. J'aimerais bien savoir des choses sur la vie du vieux Tual, mais je crains que ce soit d'une banalité à pleurer. Vous allez voir, il aura travaillé toute sa vie dans une quincaillerie où il débitait de la chaînette au maître. Le jour de son départ en retraite, on lui a offert un joli stylo à plumes et peut-être même la parure avec le stylo à billes assorti. Je me trompe lourdement.